Tenez, vous allez vous mettre ici. Merci. Désolé pour ce retard, lié à un petit embarras de circulation. Nous allons ce soir recevoir Frédéric Auvillois pour le dictionnaire du conservatisme qui est disponible à la sortie, qui pourra vous dédicacer. Il sera interrogé par Pascal Esri, qui est le rédacteur en chef de la revue Éléments. Le voici. Donc voilà, on vous communiquera à la fin les nouvelles du cercle. Et on vous annoncera également notre prochain conférencier qui sera Patrick Buisson, le 30 janvier, c'est-à-dire 31. Le 31 janvier, qui est un mercredi. Voilà. Je passe la parole à Alain. Asseyez-vous, messieurs. Il va rapidement présenter M. Auvillois et ensuite on démarre. Je vais laisser le soin à Pascal Estric de présenter Hervé Auvillois. Juste deux mots sur cette conférence un peu particulière, puisque donc c'est Pascal Estric qui est le directeur de la rédaction de la revue Éléments, qui consacre son dernier numéro à cette vague conservatrice et qui va pour la deuxième fois interviewer Hervé Auvillois, puisqu'il a déjà interviewé pour le magazine, et vous allez pouvoir le retrouver si vous avez la bonne idée de vous le procurer en sortant. Il est en vente libre pour l'instant encore à la sortie. Dans un débat qu'il opposait récemment à Alain Minc, Patrick Buisson a déclaré: le vrai progrès du XXe siècle est de nous avoir appris à douter du progrès. J'ai trouvé ça très amusant et il est vrai qu'aujourd'hui, le partage entre les progressistes et les conservateurs est en bonne voie. Le populisme nous avait laissé penser que la gauche et la droite n'existaient plus et qu'elle c'était maintenant la tranche d'en bas contre la tranche d'en haut, les élites contre le peuple. Aujourd'hui, le débat est un peu différent, c'est le conservatisme, d'une certaine façon, contre le progrès. Vous lirez dans Éléments des choses passionnantes sur le sujet, qui l'introduit bien, puisque des points de vue très différents se manifestent. Alain de Benoît n'a pas exactement le même point de vue qu'Éric Zemmour, qui lui-même n'a pas le même point de vue que M. Mathieu Bock-Côté, qui est un conservateur assumé, même on connaît les limites. À ce propos, et c'est une parenthèse, et après je laisse la parole à Pascal et à Hervé Auvillois, Alain Destex, ici présent ce soir, organise demain soir, au siège du MR dont il est membre, il est encore membre, une conférence de Mathieu Bock-Côté qui est à Bruxelles. Nous qui avions lancé le cercle Paul Vendôme parce que le débat était absent de cette ville, et le débat intellectuel un peu absent de cette ville, cette semaine il y a Hervé Auvillois d'abord, Frédéric, Mathieu Bock-Côté demain, et il y avait Elisabeth Lévy hier soir. Donc vous voyez que c'est un véritable festival de dissidents. C'est assez rare pour être souligné. Voilà, donc je laisse la parole à Pascal qui va d'abord nous présenter Frédéric Auvillois, et ensuite lui laisser la parole. Exactement. C'est exactement ce que je vais faire. Frédéric Auvillois, donc... Frédéric Auvillois est un universitaire. Il a écrit plusieurs ouvrages, notamment l'histoire du snobisme. Donc vous êtes un constitutionnaliste. Moi, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques années, Roger Scruton a écrit de l'urgence d'être conservateur. Vous semblez l'avoir pris au mot. Parce que vous m'avez dit que vous avez fait ce dictionnaire dans l'urgence aussi. Pourquoi avez-vous fait ce dictionnaire? Quel était le but? Alors, attendez, je pense... D'accord. Alors, tout d'abord, effectivement, ce dictionnaire, on l'a fait dans l'urgence. Alors, c'est un bouquin qui est assez épais. Il fait 1076 pages. Il rassemble une centaine de contributeurs. 243 articles. L'idée m'en est venue dans un dîner en ville, comme on dit, au mois de février dernier,
Par hasard, je suis passé chez mon éditeur, les éditions du Cerf, quelques jours après, et j'ai évoqué la question, et aussitôt l'éditeur a trouvé que c'était une bonne idée. Et le plus intéressant, c'est que j'ai trouvé très rapidement après mes deux comparses pour diriger ce livre. Le juriste Christophe Boutin, qui est un spécialiste notamment de Julius Evola, et Olivier Dard, qui a beaucoup navigué, donc historien et professeur d'histoire à la Sorbonne, qui a beaucoup navigué dans, on va dire, les différentes thématiques de la droite du XXe siècle. Et très rapidement, on a trouvé des idées d'articles, et bien sûr, et surtout un très grand nombre d'auteurs qui, c'est ce qui nous a vraiment surpris, interpellés, comme on dit dans les mauvais médias, qui ont tous manifesté un très grand enthousiasme à l'idée justement de travailler sur cette question et de travailler dans l'urgence, parce que notre idée, c'était qu'il fallait absolument que le livre soit prêt, grosso modo, à l'automne 2017, donc quelques mois simplement après, notamment parce que à la suite des élections présidentielles puis des élections législatives françaises, il y a évidemment cette question de la recomposition du paysage politique, notamment à droite bien sûr, sur laquelle nous voulions peser, et nous voulions peser justement, et c'est une réponse un peu à votre question, nous voulions peser en essayant justement de nous intéresser à ce concept interdit, ce concept qui n'a pratiquement plus le droit de citer en France dans le jeu politique, on va dire, je dirais presque depuis les années 1890-1900, qui a pourtant eu ses heures de gloire dans la France du XIXe siècle, et qui surtout, à notre sens, d'abord nourrissait secrètement la droite, au fond, depuis toujours, depuis pratiquement la Révolution, et qui, enfin, était, au fond, le seul concept, malgré le tabou qui pèse encore plus ou moins sur lui, le seul concept susceptible de réunir, finalement, les différents segments de la droite face, eh bien, effectivement, à ce mouvement, entre guillemets, progressiste que le nouveau président de la République mettait en avant. Emmanuel Macron, comme vous le savez, effectivement, a donné une sorte de... Alors, l'image qu'on a un petit peu... qui vient à l'esprit, c'est le coup de rasoir d'Occam. Vous savez, le coup de rasoir qui va supprimer toute une partie du réel, ou qui va établir une distinction radicalement nouvelle. La distinction que lui met en avant, en mauvaise part naturellement pour nous, c'est la distinction entre progressisme et conservatisme. Et donc, si vous voulez, ce mot de conservateur, cette thématique du conservatisme, nous est apparu effectivement comme relevant d'une urgence absolue, si on voulait essayer de réfléchir à ce que pouvait être voilà, un avenir pour la pensée non progressiste, pour la pensée de droite en général. Et alors, dernière chose, j'empiète peut-être sur ce que vous vouliez me demander, mais ce qui nous a beaucoup marqué également, c'est que c'est non seulement l'enthousiasme des rédacteurs de ce dictionnaire, c'est également le fait que peut-être pour la toute première fois, en tout cas pour la première fois depuis très très longtemps, c'est un ouvrage, une œuvre qui a permis de réunir des gens de tous les horizons de la droite, on va dire. Il y a des gens qui viennent d'une droite républicaine assez classique, il y a des gens qui viennent de la droite maurassienne, il y a des gens qui viennent de la droite catholique, voire traditionnaliste, et il y a des gens qui viennent de la nouvelle droite. Et tous ces gens ont travaillé effectivement ensemble pour produire ce bouquin qui, ça n'est pas tout à fait un hasard, ressemble à un pavé. Il pèse 1 kilo. Il a à peu près la taille d'un pavé. On peut le lancer effectivement soit dans la mare, soit sur ceux qui occupent la barricade d'en face. Et c'est effectivement l'objectif qui est le sien. Alors, cette urgence d'être conservateur, dites-vous, et c'est le premier mot de votre introduction, et vous dites que le conservatisme est à la mode. Alors, je voudrais bien que vous nous parliez de cette mode. Alors, historiquement, le conservatisme apparaît
dans tous les pays, mais notamment en France, hein, il apparaît à partir du moment où, au fond, on a l'impression que des choses très importantes, que l'on croyait à peu près pérennes, à peu près immuables, sont menacées. Sont menacées de mort, et voilà. C'est, au fond, en un sens, on pourrait dire que la pensée conservatrice est d'abord une pensée de la réaction. D'où, entre parenthèses d'ailleurs, les relations assez complexes qu'on essaie évidemment de décrypter dans ce livre, entre la pensée réactionnaire, proprement dite, et la pensée conservatrice. Dans Éléments, excellente revue, décidément, Zemmour, d'ailleurs, nous titille un petit peu là-dessus, en faisant la fine bouche, comme il fait toujours, quand c'est pas lui qui a écrit le livre, en disant que, oui, conservateur, c'est quand même pas très bien, et que lui aurait préféré dire qu'on est franchement réactionnaire. Sauf que, bon, il n'a pas tout à fait tort, évidemment. Mais d'abord, il fait du Zemmour, il joue son jeu, évidemment, il joue sa partition. Et il oublie que si le mot conservateur est un mot plus ou moins exclu du jeu politique, le mot réactionnaire est un mot complètement interdit et sur lequel il est impossible, si vous voulez, de créer une base, un consensus quelconque. Bon, voilà. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'idée même du conservatisme part de là, part d'une réaction à un contexte dans lequel on prend conscience d'une menace très grave qui pèse sur des choses très importantes. Je crois que c'est un peu ça la base. Et c'est aussi l'une des idées sur lesquelles on insiste beaucoup dans ce dictionnaire. Au fond, le conservateur, c'est quelqu'un qui ne croit pas au progrès, ou plutôt qui ne croit pas dans le progrès mythifié qui est inventé en France et en Angleterre à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qui ne croit pas dans l'idée que tout va forcément s'améliorer de manière nécessaire, mécanique et inéluctable. Le conservateur, il ne croit pas à ça. Le conservateur, naturellement, il n'est pas contre des progrès. Il n'est pas contre le progrès de la médecine ou contre le progrès de l'automobile. Mais par contre, ce qu'il met en doute, c'est l'idée que tout va forcément s'améliorer dans le temps et que nos descendants seront forcément plus rationnels, plus heureux, plus vertueux, plus libres que nous, et que finalement, on aboutira à une sorte d'homme-dieu qui serait l'aboutissement de l'histoire. Ça, le conservateur n'y croit pas. Le conservateur, il croit que l'homme est faillible. Éventuellement, s'il est catholique ou chrétien, il croit que l'homme est pécheur. Et en tout cas, il a sa conviction à lui, c'est que au fond, la civilisation et les choses les plus importantes, les plus précieuses, sont aussi parfois les plus fragiles. Et que par conséquent, la vraie question, c'est celle-là, c'est au fond, qu'est-ce qu'il faut conserver et comment y parvenir. Donc voilà, est-ce que c'est une réponse un petit peu à votre question ? Je voudrais approfondir Approfondissons. Sur la question de la mode. Oui. La mode du conservatisme. Oui, bah voilà. Ok. Que... Oui. Je récupère mon. Alors, effectivement, le premier mot de notre introduction, c'est pour constater, c'est pour dire et pour constater que le conservatisme est à la mode, qu'il y a effectivement en France et pas seulement en France, parce que ce qu'on appelle populisme dans le monde entier recouvre souvent une approche conservatrice. Le conservatisme est à la mode, et il est à la mode tout simplement parce que l'évidence, c'est que cette menace qui pèse sur les choses importantes, elle est de plus en plus marquée, de plus en plus forte. On comprend de mieux en mieux que voilà, on risque de tout perdre. Et des thématiques comme celle du grand remplacement en France, eh bien, sont des thématiques qui indiquent très précisément où sont les problèmes. On a effectivement beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur l'identité par exemple, qui fait l'objet d'un article du dictionnaire. Voilà. Si le conservatisme est à la mode, c'est parce que cette prise de conscience de la fragilité des choses et de la menace extrême qui pèse sur, au fond, les valeurs les plus importantes, celles auxquelles nous attachons le plus de prix, eh bien, cette menace, elle est, je pense, plus présente que jamais. Et parallèlement à cela, le mythe du progrès,
auquel pourtant se réfèrent effectivement Macron et les vainqueurs des élections présidentielles et législatives françaises. Et on va dire plus largement ces élites mondialisées à la Attali qui nous imposent leurs diktats depuis si longtemps. Eh bien, cette idée de progrès laisse entrevoir un avenir extrêmement menaçant pour nous tous. Un autre article très intéressant que je vous recommande si vous achetez ce dictionnaire, c'est l'article Transhumanisme qu'écrit notre ami historien Olivier Dard, qui nous montre bien, voilà, quelles sont les portes que l'on veut absolument ouvrir au nom même du progrès, et avec cette idée que, comme tout va finalement pour le mieux, l'homme nouveau, l'homme augmenté, l'homme plus que les savants fous de la Silicon Valley veulent nous proposer, eh bien, c'est en réalité la race qui nous supplantera et qui nous exterminera. Moi, c'est une chose qui me... On est peut-être un peu dans la situation, si vous voulez, de gens qui... Enfin, c'est comme si les savants, des savants ou des ingénieurs juifs avaient donné la main pour construire Auschwitz, si vous voulez. C'est un petit peu... voilà, on est en train de travailler à l'élaboration de ce dont on sait très vraisemblablement que nous serons les victimes. C'est quelque chose d'absolument inouï, quand même. Et ça, au nom, justement, du progrès. S'il n'y avait pas, effectivement, ce progrès avec une super majuscule derrière tout cela, s'il n'y avait pas cette espèce de conviction aberrante et mortifère, selon laquelle tout va forcément vers le mieux, conviction qui est, à mon sens, et je travaille sur cette question depuis très longtemps, depuis ma thèse, cette conviction qui est, en fait, à la racine de tous les systèmes totalitaires du XXe siècle. S'il n'y avait pas cela, eh bien, si vous voulez, on n'irait pas dans le sens de la construction de ce monde aberrant qu'on nous promet. Et voilà pourquoi, à mon sens, non seulement le conservatisme est à la mode, mais le conservatisme est effectivement une urgence absolue pour nous tous, en tant qu'êtres humains, et en tant qu'occidentaux, en tant que civilisés, en tant qu'héritiers de cette culture qui est la nôtre, et en tant que peut-être passeurs vers nos descendants. Voilà pourquoi le conservatisme est à la mode, et voilà pourquoi je crois qu'il faut effectivement urgemment être conservateur. Alors, l'être d'une manière intelligente, je pense qu'on va essayer de décrypter cette question. Voilà, je voulais commencer à parler des choses qui fâchent. Ah. Et, bon, je vais sortir. Et entrer dans le détail du conservatisme et bien faire la part, si c'est possible, entre le conservatisme libéral, le conservatisme réactionnaire, le conservatisme populiste. J'aurais aimé avoir votre éclairage sur ces tendances. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, c'est un sujet qui fâche sans sachet, parce que voilà, on a parfaitement conscience du problème. On a eu conscience dès le début, conscience du fait que, au fond, le conservatisme, contrairement à beaucoup de doctrines politiques, c'est quelque chose qui est effectivement assez flou, assez incertain dans ses frontières, dans ses déterminations, au point que l'image la plus pertinente qui nous est venue, en y réfléchissant assez longuement, c'est l'image de la nébuleuse. Voilà. La nébuleuse, c'est-à-dire une sorte de, voilà, un ensemble qui effectivement peut être, qui établit des formes relativement lisibles, reconnaissables, mais qui néanmoins est formé d'un ensemble de points qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres, ni même pas forcément cohérents les uns avec les autres. C'est pour ça qu'effectivement, dans le conservatisme, il y a effectivement ces différents ingrédients que vous avez évoqués. Il y a dans le conservatisme des éléments libéraux, du moins
d'une certaine forme, une sorte de libéralisme. Alors, il y a des libéralismes qui sont incompatibles avec le conservatisme. Hein. Le libéralisme à la Attali, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, me paraît effectivement le libéralisme effectivement de la super élite jet set pour qui tout enracinement est absurde, pour qui toute conservation est aberrante, et pour qui au fond la culture n'existe pas, comme nous le rappelait encore notre bien-aimé président de la République il y a quelques mois. Ce libéralisme-là, évidemment, n'a aucune connexion possible avec le conservatisme. En revanche, on a évoqué dans l'ouvrage plusieurs exemples de libéralisme qui possèdent des connexions avec le conservatisme. J'ai fait un article en particulier sur un auteur qui est un petit peu oublié, mais qui a je pense, une grande importance dans l'histoire de la droite au XXe siècle et dans l'histoire intellectuelle française du XXe siècle, c'est Daniel Halévy. Daniel Halévy, donc, qui appartient à une très grande famille de la grande bourgeoisie juive, notamment de librettistes, etc. Voilà. Et Daniel Halévy, qui est un très proche de Charles Péguy, un des grands... Premier biographe de Nietzsche. Le premier biographe de Nietzsche, un ami de Sorel, et Halévy qui va passer, si vous voulez, d'un engagement politique qui est, on va dire, un socialisme sorélien et dreyfusard à la fin du XIXe siècle, vers des positions qui sont, on va dire, d'un libéralisme de droite, voire, je dirais presque, d'un libéralisme d'extrême droite. C'est-à-dire, il est en un sens libéral, très soucieux effectivement de maintenir le principe même de la liberté de penser, liberté d'agir, etc. Mais pour autant, il se rapproche de plus en plus de l'Action française, de Maurras, et sur la fin de sa vie, il meurt au début des années 60, il est extrêmement proche de Pierre Boutan, de l'équipe de la Nation française, bref, on va dire de parages qui ne sont pas très exactement à gauche. Voilà, on a avec Halévy, si vous voulez, une forme de libéralisme, mais qui est un libéralisme cultivé, civilisateur, un libéralisme très clairement enraciné. Hein. Halévy, c'est par exemple quelqu'un qui va notamment être l'un des premiers à observer la décadence de la paysannerie française. Il écrit un ouvrage absolument passionnant qui s'appelle Les visites aux paysans du centre, dans lequel il pointe effectivement les risques de remise en cause de la ruralité française, comme on dirait aujourd'hui. Et voilà, Halévy est tout à fait l'un de ceux qui auraient pu être cités dans un récent film de Patrick Buisson, Les Derniers Gaulois, que vous avez peut-être vu, et qui est de ce point de vue-là, un vrai plaidoyer pour la France. Or, Halévy, il est clairement, si vous voulez, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon petit papier, il est clairement, effectivement, à cheval entre un certain libéralisme et un conservatisme qui est parfaitement assumé de sa part. Donc voilà pour ce qui est du libéralisme. Maintenant, la pensée conservatrice peut être liée aussi ou associée également à une pensée révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Alors, de ce point de vue-là, il y a je crois qu'on en a parlé, j'en ai parlé dans l'entretien qu'on a fait dans Éléments. Si vous voulez, en fait, dans le paysage des idées, hein, il y a des espèces d'ensembles qui se croisent de manière plus ou moins, avec des intersections plus ou moins nettes, si vous voulez. Il y a une intersection, effectivement, d'une partie du libéralisme avec la pensée conservatrice. Il y a une intersection d'une partie de la pensée réactionnaire avec la pensée conservatrice également. Mais pas de toutes. C'est-à-dire que la pensée réactionnaire, dans sa dimension la plus radicale, c'est une pensée de la décadence. Une pensée de la décadence qui est une décadence qui serait absolument inévitable, nécessaire, avec cette idée amusante mais
à mon sens, aberrante et désespérante, selon laquelle c'était forcément mieux hier, hein, qui est le pendant exact de la pensée progressiste. Le progressiste, il pense que tout va vers le mieux, forcément. Le réactionnaire radical, le penseur de la décadence, il pense que tout va forcément vers le moins bien. Et que, au fond, les Gaulois, c'était mieux que le Moyen-Âge, le Moyen-Âge mieux que la Renaissance, et en fin de compte, le Paléolithique nettement mieux que les Néolithiques. Mais voilà, cette pensée-là, qui est d'ailleurs une pensée quand même ultra marginale. Les vrais penseurs de la décadence sont, enfin, vraiment se comptent sur les doigts d'une main pratiquement, je pense. Et en histoire des idées, c'est vraiment très 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 net. Mais les penseurs du décadence radicale, si vous voulez, qui sont certains que tout est foutu de toute façon, ne sont par définition pas des conservateurs, parce qu'ils pensent que rien ne peut se conserver. Le conservateur, c'est quelqu'un qui est finalement entre les deux, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est entre les penseurs du progrès, qui pensent que tout va forcément vers le mieux, et les penseurs de la décadence, qui pensent que tout va forcément vers le pire. Le conservateur, il pense que les choses importantes sont fragiles et doivent être conservées, mais il pense aussi qu'elles peuvent l'être. Et c'est ça qui est c'est ça la distinction importante. Et donc, ce faisant, il se sépare, on va dire, des parties les plus extrêmes, les plus radicales de la réaction. Et enfin, quant au populisme, là aussi, évidemment, on en a beaucoup parlé dans le bouquin. Du reste, enfin, juste un petit... on a parlé de Patrick Buisson tout à l'heure. Patrick Buisson, quand je lui ai apporté le livre, m'a dit qu'il trouvait très, très, très chouette, très beau, très intéressant, mais également que c'était, notamment grâce aux index très précis qui sont à la fin de l'ouvrage, que c'était un vrai outil de travail. Et je pense que venant de sa part, venant de quelqu'un qui sait que au fond la politique c'est un effort et un travail, c'était un des plus beaux compliments qu'il pouvait nous faire. Voilà. Un outil de travail, donc dans la mesure où on peut, avec les index à la fois des noms et des matières, retrouver très facilement au fond voilà, tous les éléments et tous les intervenants de la pensée conservatrice. Et donc, pour ce qui est du populisme, par exemple, là encore, avec ici une petite parenthèse liminaire, c'est que le mot populisme est un mot au moins aussi imprécis, incertain, indéterminé que le mot conservatisme. Moi, j'avais fait des recherches pour des articles et des colloques sur le mot populisme, et quand on regarde effectivement dans les dictionnaires ou dans les catalogues de bibliothèques, on savait que le mot populisme, dans le sens qu'on lui a donné depuis, dans le sens que les médias utilisent maintenant systématiquement, ce sens-là est pratiquement inconnu avant les années, le milieu des années 80, 1980. Et qu'en fait, on a inventé ou exhumé ce terme qui était utilisé dans un sens complètement différent pour stigmatiser le Front National à une époque où évidemment il était difficile d'utiliser le mot fascisme pour désigner le Front National. On a inventé ou réinventé ce terme-là. Mais le terme de populisme, par exemple, quand on regarde les dictionnaires français jusqu'au milieu des années 80, c'est un terme essentiellement littéraire pour désigner une littérature populaire. Et par exemple, Hôtel du Nord, le célèbre, vous connaissez le célèbre film Atmosphère, qui vient d'un roman de Eugène Daby. Le roman d'Eugène Daby, Hôtel du Nord, avait eu le prix populiste. C'est quand même génial. Voilà. Donc Eugène Daby n'était pas un fasciste qui se cachait derrière, voilà. C'était simplement un auteur populaire qui utilisait un vocabulaire, une littérature qui, voilà. Donc, ce mot populiste étant complètement incertain, eh bien, là encore, il faut essayer de creuser derrière, de voir derrière le mot pour voir la réalité. Et effectivement, à certains égards, il y a des connexions étroites entre ce qu'on entend par populisme et le conservatisme. À d'autres égards, il n'y en a pas. Donc, voilà. Alors, le dictionnaire, il y a 300 entrées dans
243. 240. Et moi, je voudrais que vous nous traciez les grands, traciez le portrait des grands penseurs du conservatisme, et par là même, donc des grands penseurs du conservatisme européen, parce que c'est quand même une pensée qui a peu été présente en France. Alors, pour présenter le conservatisme, je vous disais tout à l'heure que le conservatisme, c'est d'abord, il naît en réaction fondamentalement à une menace très grave sur des éléments essentiels. Et si vous voulez, cette menace en France, elle n'apparaît pas véritablement avant la Révolution française. Et c'est la raison pour laquelle il y a, si vous voulez, des sortes de proto-conservatisme en France, mais sur certains segments bien particuliers. Par exemple, en matière religieuse, on peut considérer que, à certains égards, le jansénisme est une sorte de conservatisme. À certains égards, on peut considérer que les anciens, de la querelle des anciens et des modernes, sont des conservateurs par rapport aux modernes, qui sont effectivement les inventeurs d'ailleurs de l'idée de progrès. Mais le vrai tournant de ce point de vue-là, c'est très clairement la Révolution et le moment où, au fond, les gens, vous et moi, les honnêtes gens, comme on dirait au XIXe siècle, les gens s'aperçoivent que tout risque d'être détruit. Et on commence donc à y réfléchir à ce moment-là, même si la genèse sera un peu plus longue, mais on commence à y réfléchir notamment grâce à l'appui d'un penseur anglais assez génial, plutôt d'ailleurs libéral au point de départ, qui est Edmund Burke, qui publie très très vite, dès 1790, ses réflexions sur la Révolution de France, c'est un ouvrage absolument magistral, qui désigne très clairement, avec une intuition géniale, les grands problèmes que pose la Révolution, et qui, au fond, pose à beaucoup d'égards les bases du conservatisme. Par exemple, la méfiance à l'égard de l'abstraction tous azimuts. Le premier article du dictionnaire, c'est l'article abstraction. Pour rappeler que, voilà, le conservateur, c'est quelqu'un qui se méfie des grands mots. C'est quelqu'un qui se dit que, voilà, qui ne se laisse pas faire par une espèce de rhétorique ronflante, qui est celle très souvent des révolutionnaires et des progressistes, et qui, pour reprendre le titre de Gustave Thibon, est soucieux d'un retour au réel. Voilà, le conservateur, c'est ça. Le conservateur, c'est quelqu'un à qui on ne la fait pas, si j'ose dire. Et eh bien, Burke est l'un des premiers, finalement, à insister là-dessus. Alors, il n'est pas tout à fait le premier. Il y a effectivement, même en France, par exemple, l'une des questions, par exemple, c'était est-ce qu'on met Montaigne parmi les auteurs du conservateur. On l'a pas fait finalement parce que le philosophe à qui on pensait ne nous a pas rendu son texte à temps, mais ce serait une question à poser pour une éventuelle prochaine édition. Toujours est-il que voilà, Burke, dans ses réflexions sur la Révolution française, de la Révolution de France, donc pose un petit peu les bases de ce que l'on considérera ensuite comme le conservatisme, ce souci de la réalité, ce souci de la fragilité des choses, cette nécessité de prendre en compte l'histoire, de ne pas cracher sur le passé, sans insulter le présent et l'avenir, cette thématique des racines, tous ces éléments qui, au fond, sont voilà, un petit peu les bases de ce que l'on considère encore de nos jours comme voilà, les fondements du conservatisme. Donc Burke est l'un des premiers à en parler, et il va cristalliser finalement toute cette pensée et susciter une réflexion dans ce sens d'auteurs qui jusqu'alors ne s'y intéressaient pas tellement, et notamment des auteurs comme Bonald ou Joseph de Maistre, qui, à partir de là, vont commencer à mener leur propre réflexion
et qui vont la développer jusqu'à ce que, au fond, le conservatisme est vraiment pris, si j'ose dire, en France, c'est-à-dire, grosso modo, entre l'extrême fin du XIXe siècle et la Restauration. Voilà. Donc, parmi les grands auteurs du conservatisme, il y a l'un des premiers, effectivement, et celui sur lequel insiste d'ailleurs le plus peut-être Roger Scruton, grand conservateur anglais contemporain dans ses ouvrages, c'est clairement Burke. Mais voilà, il y a à côté de ça toute une série effectivement de penseurs en France et à l'étranger qui vont tracer des éléments de ce qu'est la pensée conservatrice. Alors, justement, en réponse aussi à votre question, tout à l'heure, je vous disais que le problème du conservatisme, c'est que c'est une nébuleuse. Autrement dit, il n'y a pas une pensée unique, unifiée, systématique. Il n'y a pas, si vous voulez, de Bible du conservatisme. Il n'y a pas un manifeste du parti conservateur, comme il y a un manifeste du Parti communiste, ou comme il y a un Mein Kampf, ou comme il y a ou les mémoires du général de Gaulle, par exemple. Ou démocratie française de Giscard d'Estaing, dans d'autres zones. Bref, il n'y a pas une doxa conservatrice, il n'y a pas une doctrine conservatrice. Et d'ailleurs, c'est le parti que nous avons pris avec les co-auteurs, les co-directeurs du livre, c'est de laisser une marge de liberté importante aux auteurs qui nous ont fait l'honneur d'écrire dans cet ouvrage. Justement, on n'a pas voulu leur imposer une sorte de cahier des charges strict du point de vue du fond. On les a laissé dire comment eux concevaient ce conservatisme pour justement laisser place à cette dimension de nébuleuse qui nous paraît tout à fait caractéristique de cette pensée. Et également, d'ailleurs, de ses insuffisances et de ses faiblesses. C'est aussi pour ça que le conservatisme est une pensée à problème. Mais c'est aussi pour ça qu'il peut être, je pense, une pensée qui réunit, au fond, des tendances et des penseurs et des pensées et des sensibilités différentes. Alors, il n'y a tellement pas, je rebondis sur ce que vous dites, il n'y a tellement pas de doxa conservatrice qu'il y a des conservateurs de gauche. Bon, alors, la question, évidemment, qui se pose, je crois que c'est Alain Benoît qui fait l'article, c'est ça. Oui, c'est bon. Chouchou. Bon. La question un peu qui se pose, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Alain Benoît sur la question droite-gauche. Bon. C'est de savoir si les conservateurs de gauche sont vraiment conservateurs ou s'ils sont encore de gauche. Moi, il me semble que si on gratte un petit peu, si vous voulez, on s'aperçoit que ils n'ont plus de la gauche que assez peu d'éléments caractéristiques. Enfin, là encore, tout dépend ce qu'on considère comme étant de gauche, par exemple. Si on considère effectivement que la pensée de gauche, c'est fondamentalement, par exemple, une pensée du progrès, et donc du progressisme, c'est aussi ce que dit par exemple Jean-Louis Harouel dans l'ouvrage très intéressant. Lui aussi serait intéressant, une personne intéressante à inviter, je pense, sur l'opposition droite-gauche et sur la pérennité, à son sens, de cette opposition. Si on considère que, au fond, la pensée de gauche est une pensée du progressisme, une pensée qui croit que l'homme peut effectivement devenir Dieu, et qui pense qu'au contraire la pensée de droite est une pensée a priori relativement pessimiste et une pensée qui elle se méfie du progrès. Dans ce cas-là, conservateur de gauche, ça ne veut plus rien dire, si vous voulez. Parce que si le conservateur, c'est lui aussi quelqu'un qui se défie du progrès, avec un P majuscule, un conservateur de gauche, c'est forcément quelqu'un qui, soit oublie un élément, soit oublie l'autre. Pour autant, effectivement, ceux qu'on peut appeler les conservateurs de gauche, ce sont des gens qui
naguère étaient à gauche, ou jadis, qui sont aperçus que s'ils allaient jusqu'au bout de leur engagement de gauche, ils aboutissaient effectivement dans le mur, et qui finalement se disent encore de gauche parce que par fidélité ou par habitude ou par coutume ou parce qu'ils sont catalogués comme ça, ils ne veulent pas en démordre, mais qui à beaucoup d'égards le sont de moins en moins. Et ça, on en connaît effectivement un grand nombre. On connaît les Michéa aujourd'hui, on connaît les Onfray aujourd'hui, on connaît les Max Gallo hier. Bref, il y en a... Ou Finkielkraut, oui, tout à fait. Qui sont des gens, effectivement, qui n'ont plus de gauche que voilà une étiquette qui leur a été apposée il y a bien longtemps, mais qui souvent ne correspond absolument plus à la réalité de ce qu'ils sont. Voilà. devrait avoir le sens des limites, justement. Mais non, justement pas. C'est précisément, c'est ce qui la caractérise, c'est de ne pas avoir ce sens de la limite et des limites. Alors, d'ailleurs, je pose la dernière question. Après, ce sera à vous. Et là, je vais rentrer directement peut-être dans le jeu politique. Oui. Oui. Oui, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, mais justement, à propos de ces conservateurs de gauche et de la nébuleuse, effectivement, conservatrice, il y a une chose également sur laquelle on a beaucoup insisté, et là aussi on est en plein accord avec le dernier numéro d'Éléments, c'est sur l'écologie. C'est sur l'écologie et sur le fait que, si vous voulez, l'écologie, c'est une approche, cet intérêt pour la nature, pour l'environnement, etc., c'est une approche qui, depuis le 19e siècle, est une approche foncièrement de droite. La gauche et le progressiste, par définition même, se situent dans un rapport d'agression à la nature. Et je dirais presque depuis les origines, depuis Descartes, depuis que Descartes, dans le discours de la méthode, explique que l'homme doit être le maître et le possesseur de la nature. Autrement dit, celui qui fait de la nature ce qu'il veut, y compris la supprimer. Bon, donc la pensée progressiste est entièrement une pensée, au fond, d'une offensive contre la nature. Alors que la pensée de droite est foncièrement une pensée d'alliance ou de respect de la nature. À ce propos, je vous rappelle cette phrase absolument inouïe et géniale de l'immense romancier suisse Ramu, qui disait que la nature est de droite. La nature est de droite, je trouve que c'est tout un programme et dont on pourrait disserter assez longuement, mais qui est au fond, et je pense assez génial et très assez vrai, très vrai. Et donc le fait que la gauche ait capté, subtilisé l'écologie à partir des années 60-70, à partir du moment où René Dumont se présente en 74, notamment aux élections présidentielles en France, c'est un véritable hold-up, si vous voulez, un hold-up intellectuel, un hold-up moral, un hold-up sur tous les plans, mais qui est une aberration, dans la mesure où, la gauche, elle est effectivement dans une perspective qui est incompatible, en fait, avec ce que suppose l'écologie. Et donc, c'est la raison pour laquelle Éléments, il a fait des pages vraiment tout à fait passionnantes, et la raison pour laquelle, effectivement, par ailleurs, nous avons fait collaborer à ce dictionnaire, notamment les jeunes gens et les jeunes femmes très brillants qui travaillent pour la revue Limite, et qui se positionnent donc du côté de l'écologie intégrale. Eugénie Bastier, Olivier Ray, etc. Et la raison pour laquelle cette thématique de l'écologie, de l'environnement, du développement durable, est évidemment du principe de précaution, elle est omniprésente effectivement dans ce livre. Je veux dire, si un conservateur effectivement ne se souciait pas du principe de précaution, ce serait pas un conservateur. Alors donc je disais que ce serait ma dernière question, et après le public, j'imagine, a énormément de questions. Et c'est une question qui, pour rentrer un petit peu dans l'arène politique, François Fillon n'a pas été capable de réunir les classes populaires, alors même que ces classes populaires, dit-on, sont de plus en plus conservatrices. Comment expliquer ce paradoxe? Comment vous l'expliquez?
François Fillon avait été victime de lui-même. Hein, c'est la première chose. Je pense que c'est victime de lui-même et des bêtises plus ou moins graves qu'il a pu commettre au cours de sa carrière et qui ont effectivement été montées en épingle, comme on sait, pendant la campagne électorale. Mais même avant. Malheureusement, c'est ça, je crois, qui explique fondamentalement son échec. Et puis un échec que, voilà, c'était à quelques points malgré tout. Hein. Alors maintenant, effectivement, avant ça, pourquoi est-ce que Fillon n'a pas Peut-être que c'est l'image du conservateur quand même. Oui, mais est-ce que c'est l'image du conservateur d'ailleurs si oui, les masses populaires, faut voir ce que c'est que les masses populaires. Mais à propos de Fillon, je pense que le point important et qu'il faut retenir, c'est sa victoire quand même incroyable aux primaires de la droite. Incroyable, complètement inattendue. Et victoire très populaire finalement, parce que, voilà, enfin, vous l'avez dit, ce ne sont pas les classes populaires qui ont voté aux primaires, mais en tout cas, le peuple de droite, entre guillemets, en tant qu'il a pu y participer, a été quand même très très massivement de son côté. Alors qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Personne, absolument personne, ne pouvait prévoir que ça arriverait quelques semaines encore avant que ça n'arrive. A priori, pour les Français, comme vous le savez bien, les choses étaient pliées et Juppé serait le prochain président de la République. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, peut-être n'a-t-il pas su parler de manière suffisamment ouverte à ces classes populaires. Et puis, voilà. Je pense que l'une des raisons du problème vient de ce qu'il n'a pas pu envisager des passerelles avec l'autre partie de la droite. Et voilà, je pense que pas mal de gens, pas mal d'observateurs de la politique française, et comme peut-être un certain nombre d'entre vous, que tant qu'il n'y aura pas des passerelles entre les deux rives de la droite entre guillemets modérée et la droite populiste, les choses resteront très difficiles à faire pour les uns et pour les autres d'ailleurs. C'est-à-dire que tant que ça ne sera pas fait, effectivement, à l'heure actuelle, on le voit bien, hein, vu la place qu'occupe maintenant Macron et ce espèce de libéralo-capitalisme centriste, etc., et qui occupe une place tellement importante au sein du jeu politique, si effectivement la droite dite modérée continue de se couper de la droite dite populiste, a priori son avenir est quand même singulièrement menacé, me semble-t-il. Mais de ce point de vue-là, peut-être justement que, et c'est aussi l'un des espoirs secrets, peut-être que le concept de conservatisme pourrait permettre ou dissimuler ou réaliser ce dépassement des murailles qui se sont dressées grâce au génie de François Mitterrand entre les deux droites depuis 1986. Tu veux proposer une question ? J'avais dit que c'était la dernière. Voilà, donc je crois qu'on va vous donner la parole. Simplement, comme vous êtes, le sujet a l'air de vous passionner, puisque vous êtes assez nombreux aujourd'hui, je vais vous demander d'être assez bref dans les questions que vous posez, de plutôt poser des questions que d'affirmer des choses. Je sais que c'est une pratique courante. Et de rendre le micro dès que vous aurez fini votre question, puisqu'on n'en a qu'un, donc on le rendra à l'orateur. Voilà. Alors, levez la main. Voilà. Écoutez, on va commencer par les dames. Il y a 2 dames qui demandent la parole. Et si vous pouvez vous présenter, dire d'où vous parlez, c'est toujours intéressant pour l'orateur de savoir d'où vient le propos. Soraya Lemaire, d'où je parle, je travaille au Parlement européen, je travaille pour le Front National. En particulier sur les questions d'écologie. Vous indiquez que la gauche est incompatible avec le conservatisme, avec l'écologie, et aussi avec le conservatisme. Ma question, c'est, j'ai l'impression que la droite, mais c'est quand même une question, l'est aussi, puisque la droite aujourd'hui telle qu'elle se manifeste, c'est une droite des affaires, du profit, du libre-échange et de la croissance. Et en ces termes-là, j'ai pas l'impression qu'elle soit compatible non plus avec le conservatisme. Et donc du coup, où est le, je vais pas dire la troisième voie, mais où est le chemin? C'est ça la question.
Peut-être. Oui. L'une après l'autre. Alors, on revient à une question fondamentale qu'on a effleurée et qui nous soucie tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, je pense, qui est de savoir où est la ligne entre la droite et la non-droite, si j'ose dire. Et de savoir si ces gens-là qui se définissent comme étant de droite le sont véritablement. Moi, effectivement, je pense que cette droite-là n'est jamais qu'une gauche ou un centre-gauche qu'on qualifie de droite parce qu'effectivement, sur l'échiquier parlementaire, elle se situe à droite, mais qui n'est pas de droite pour autant, si vous voulez. C'est la droite au sens de l'échiquier politique. Mais ce n'est pas une droite d'un point de vue idéologique ou philosophique, si vous voulez. Là, je suis en train de lire un livre que j'avais jamais lu et qui me passionne. On peut parler de ses lectures. C'est l'histoire de la Révolution française de Michelet. Et donc Michelet, ça se lit vraiment comme un roman. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment, je vous conseille. C'est admirablement écrit, c'est totalement faux sur un plan historique, et puis la Révolution française, c'est tellement, voilà, c'est vraiment palpitant, c'est comme un thriller. Il parle, là je suis dans les années, en 93, et ce qu'il appelle la droite de l'Assemblée, c'est des gens qui formaient 2 ans avant l'extrême gauche de l'Assemblée. Donc quand Michelet parle de la droite, il parle de gens qui sont... voilà, la droite, c'est les copains de Robespierre, grosso modo. Est-ce que c'est la droite ? Ben non. Je pense que voilà, c'est à ça qu'il faut penser quand on... Vous avez tout à fait raison. Une droite affairiste, une droite obsédée par la croissance, une droite à la Attali ou à la... effectivement, ce n'est pas une droite compatible avec les thématiques écologistes, et ce n'est pas non plus une droite compatible avec le conservatisme. Et de ce point de vue-là, là aussi, je crois que le dictionnaire le montre très bien, et notamment les papiers, par exemple, d'Alain de Benoît, ou les papiers d'un de mes collègues extrêmement brillants et prometteurs, qui s'appelle Bruno Daugeron, que vous connaissez peut-être, sont très très explicites là-dessus. Le papier sur Michéa, par exemple. Voilà. Il n'y a pas... je pense que la gauche, véritable, à proprement parler, n'est pas compatible avec le conservatisme, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la droite... à mon sens, de manière erronée, eh bien, n'est pas forcément compatible non plus avec le conservatisme. Voilà. Il n'y a pas une espèce de coïncidence, si vous voulez, entre ce qu'on appelle aujourd'hui droite et ce qu'on appelle le conservatisme. Et la question, effectivement, c'est de savoir, par exemple, au sein du Parti des Républicains, où se situeraient les frontières, on va dire, entre ceux qui sont conservativo-compatibles et les autres. Et ceux qui sont aussi Front National-compatibles, d'ailleurs. Alors, une autre question. Bonjour, Pierrette Jambou, je suis médecin. Je voulais vous demander par rapport au statut de la femme dans la société, si on devait se référer au statut qu'elle avait encore il y a 2-3 siècles et encore maintenant, puisqu'on voit bien que les femmes n'ont pas accès au pouvoir, même avec des diplômes universitaires comme l'ont les hommes. Est-ce que vous considérez à ce moment-là que votre conservatisme, qui est quand même une réaction de peur contre l'évolution, se situe dans un souhait de voir évoluer ce statut, alors qu'on sait qu'il y a des risques de partager le pouvoir, de partager le revenu de société, puisqu'on n'a pas encore des salaires équivalents, etc. Voilà, je voulais un petit peu connaître votre position par rapport à ça. Merci. Alors,
tout d'abord, chère madame, comme vous êtes médecin, donc effectivement, ma réponse est un peu toute trouvée sur ce point-là. Le conservateur, c'est pas quelqu'un qui est contre toutes les évolutions et contre tous les progrès. Et effectivement, il n'entend pas revenir à un état de la médecine antérieur à la découverte de la circulation du sang ou autre. Voilà, je pense que mais là encore, je ne suis pas monsieur conservateur et ce sur quoi j'insiste, c'est que le conservatisme n'est pas une espèce de doctrine fixe établie qui aurait... Le conservatisme n'est en rien une espèce d'idéologie, si vous voulez, qui répondrait à toutes les questions fondamentales de la... Voilà. Il n'y a pas des positions sur tout, il n'y a pas... Je pense qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels il n'y a pas de position qui serait spécifiquement ou singulièrement conservatrice. Sur la question des femmes, là aussi, on a évidemment, c'est une question qui est évidemment très présente dans notre livre. Il y a un article sur les femmes en politique, par exemple, écrit par Anne-Marie Le Pourrier, qui est tout à fait intéressant, ou un article sur le féminisme par Eugénie Bastier, vous savez, qui a écrit ce très intéressant ouvrage Adieu Mademoiselle sur effectivement les dérives du féminisme. Et dans ces articles, comme dans beaucoup d'autres articles, voilà, l'idée c'est que le conservatisme n'est pas une sorte de machisme caché ou de volonté effectivement de remettre la femme effectivement dans une situation d'infériorité sur tous les plans. Voilà, je pense que le conservatisme n'a pas forcément de réponse univoque et unique à cela. En revanche, contre quoi il s'élève, c'est évidemment contre une espèce de féminisme radical, si vous voulez, à la Simone de Beauvoir, ou un féminisme révolutionnaire tel qu'il peut se manifester. Enfin, évidemment, entre le conservatisme et les fémènes, il y a il y a peu de points d'accroche a priori. A priori. De même que, par exemple, le conservatisme, ça aussi c'est des questions qu'on nous a posées, est évidemment horrifié par certaines approches comme l'orthographe ou l'écriture inclusive, ou voilà, des choses comme ça. On est évidemment... mais il est opposé, non pas par méfiance à l'égard des femmes, mais simplement parce qu'il sait très bien que le jour, effectivement, où on imposera cette écriture inclusive, d'abord, la langue deviendra affreuse et l'écriture très compliquée et très pénible. Et surtout, ça voudrait qu'on se coupera complètement de une bonne part de notre patrimoine et de ce qui nous fait, en définitive. Voilà pourquoi. Voilà, je pense que le conservatisme n'est pas une pensée de la réaction à tout prix. Comme je vous disais tout à l'heure, le conservateur, il pense pas que ce qui était hier, c'est forcément mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Le conservateur, je crois que c'est quelqu'un qui se veut sur beaucoup de plans, au fond, assez lucide, assez prudent, assez réaliste, et qui par conséquent n'a pas du tout l'intention effectivement de revenir de ce point de vue à l'âge des cavernes, ni à d'autres moments compliqués de notre histoire. C'est quelqu'un aussi qui rappelle qu'il y a des moments dans le passé dans lesquels, au fond, le statut de la femme était beaucoup plus... que le statut de la femme a connu des hauts et des bas dans l'histoire, et qu'effectivement, l'un des moments les plus bas pour la femme, c'est après la Révolution française, l'époque napoléonienne et le début du XIXe siècle, dans lesquels la femme se trouve dans un statut d'infériorité qu'elle n'a à peu près jamais connu dans l'histoire. Et dernier point, si vous voulez, je suis allé il y a quelques années en Arabie Saoudite, où j'ai vu le statut de la femme, et je peux vous dire que, voilà, en tant que conservateur, on n'a qu'un désir quand on est en Arabie Saoudite, qui est de regarder sa montre pour savoir à quelle heure part le prochain avion pour quitter le pays. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame, mais non, pas tout à fait. Alors, deux questions, monsieur Lodlot, monsieur Destex, monsieur Nodlars. Bonsoir, Marc Laudelot, éditeur du Bulletin Célinien.
Je voulais vous poser une question relative au regard du conservatisme sur les arts. Alors je pense à une figure tout à fait atypique qui est celle de Léon Daudet, qui était à la fois capable de saluer la nouveauté des impressionnistes, ça pour le domaine de la peinture, et en littérature de saluer par exemple le premier roman de Louis-Ferdinand Céline. Mais il était tout à fait isolé dans ce camp royaliste. Et d'une manière générale, j'ai l'impression que les esprits conservateurs ont un regard quand même très différent de celui que pouvait avoir Léon Daudet à son époque. Qu'en pensez-vous ? Bien, alors comme je vous disais, il n'y a pas une doxa conservatrice. Hein. Et effectivement, un conservatisme qui se voudrait radical, c'est-à-dire un conservatisme qui voudrait immobiliser, si vous voulez, le réel au moment X, sanctifier tout ce qui existe et tout ce qui a existé et diaboliser tout le reste, serait purement et simplement aberrant et effectivement devrait être condamné avec la plus grande fermeté. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a sans doute non pas un conservatisme, de même qu'il n'y a pas un libéralisme, mais des libéralismes. De même, il y a non pas un conservatisme, mais des conservatismes. Il y a je pense, de très nombreuses façons d'être conservateur. Et l'exemple de Léon Daudet, qui effectivement, pratiquement au même moment, salue Sous le soleil de Satan, Le voyage au bout de la nuit et Maria Chapdelaine de Louis Hémon, est un bon exemple de ce qu'un conservateur intelligent peut faire. Alors, effectivement, vous avez raison. Sur le plan artistique, on peut se dire, bon, bah voilà, à côté de lui, il y a d'autres personnages éminents, extrêmement intelligents, extrêmement forts, mais qui, sur un plan esthétique, sont pas très pertinents. Et Maurras, effectivement, avec l'école romane, en est un bon exemple. Mais voilà, parmi les conservateurs, les grands conservateurs du XXe siècle, il y a aussi, je pense, quelques très grands noms de la littérature qui ont traduit leur conservatisme tout en étant de très grands novateurs. Hein. Chesterton, T.S. Eliot, Charles Ferdinand Ramus, que j'évoquais tout à l'heure, sont parmi les grands novateurs, hein, je pense, de la... Or, ce sont, à beaucoup d'égards, des conservateurs. Céline, je pense pas, effectivement. Je pense, mais voilà. Il est parmi d'autres très grands écrivains qui ont été des conservateurs et qui ont voulu, par l'innovation même de leur style et de leur façon de faire ou d'écrire ou de peindre. Hein. Moi, j'aime beaucoup Maurice Denis, par exemple, ou Hélène Abbey, qui ont un discours très conservateur sur beaucoup de plans et qui en même temps sont totalement novateurs. Ou quelques années auparavant. Les pré-raphaélites en Angleterre, un peintre et écrivain comme William Morris, ou un penseur et écrivain comme John Ruskin, sont des exemples tout à fait caractéristiques, je pense, de ce que le conservatisme peut se marier très bien et très intelligemment avec un sens de l'esthétique et un sens de la dimension souvent révolutionnaire de l'esthétique. Scruton, dans son bouquin sur le conservatisme, explique que à ses yeux, le principal conservateur anglais du XIXe siècle, c'est justement Ruskin. Et par ailleurs, un ami et philosophe qui a collaboré à cet ouvrage, Pierre Quay, a consacré un article à celui que lui considère comme le principal conservateur allemand du XXe siècle, qui, selon lui, est Thomas Mann.
Donc vous voyez, on est avec des auteurs dans des parages qui ne sont pas du tout frileux du point de vue de l'art, de l'esthétique et de l'innovation en la matière. Alors, si vous le voulez bien, des questions brèves, et si vous le voulez bien, monsieur le professeur, des réponses brèves également, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, monsieur Destex pour commencer, monsieur Noblars, monsieur Despote, monsieur Hubin, il y a de la demande. Voilà, Alain Destex, sénateur, toujours au mouvement réformateur, comme dirait Alain Lefebvre. Je vous trouve très, très optimiste en pensant qu'il y a une mode du conservatisme, peut-être sur la page débat du Figaro Box ou chez Causeur, enfin bon, en Belgique, il n'y a rien du tout, soyons clairs, malheureusement. Et le problème, c'est que s'il y a des courants conservateurs dans pas mal de pays d'Europe, il n'y a aucun courant ou débat conservateur au niveau international, que ce soit dans le monde de l'ONU, de l'Union européenne, de la Banque mondiale ou des ONG, qui sont à peu près à 90% ou 90% toutes d'idéologie progressiste. Et ce qu'il y a de plus proche d'un courant conservateur, c'est certains partis et régimes d'Europe de l'Est, je crois. Alors, je voudrais votre réflexion, mais qui sont diabolisés, bien entendu. Donc, je voudrais votre réflexion là-dessus, finalement. Comment faire émerger un courant conservateur, pas seulement au niveau national, mais à un niveau européen ou international. Deuxième sous-question, plus rapide, est-ce que chez Trump, vous voyez des éléments de conservatisme? Et enfin, si vous me permettez, quand on demandait à Margaret Thatcher si elle était réactionnaire, elle répondait « Yes, there is a lot to react against ». Alors, sur la première question, on est optimiste de le penser, mais notre dictionnaire, effectivement, ne parle pas que de la France, et il n'y a pas que des auteurs français. Hein, il y a des Canadiens, il y a des Américains, il y a des Roumains, il y a des Anglais, des Allemands, etc. Des Belges. Bref, l'idée est un petit peu de lancer le débat. Alors, est-ce qu'il va être lancé? J'en sais rien. Mais effectivement, l'autre jour, j'ai vu l'un des intervenants qui est un Israélien, professeur à Tel Aviv, à qui j'ai demandé s'il pouvait effectivement voir qui ça pourrait intéresser et comment lancer le débat là-dessus. Même chose avec les Américains. Il y a 3 jours, on a eu dans le Il Giornale, on a eu une pleine page sur ce livre. Alors vous allez me dire, une hirondelle fait pas le printemps. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et il faudrait effectivement, sans doute, essayer de voir comment on peut développer ça. Mais vraiment, on ne demande rien de mieux que cela. Et pour tout vous dire, voilà, je suis en train de réfléchir avec plusieurs amis, et c'est un peu le deuxième étage de la fusée, si j'ose dire, à la constitution d'une sorte de think tank conservateur qui aurait pour objet de réfléchir à la politique et aux problèmes politiques français, mais aussi au-delà, de nouer des relations effectivement avec les groupes conservateurs qu'on peut trouver effectivement en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, aux États-Unis, avec les paléoconservateurs, en Italie ou ailleurs, si vous voulez. Voilà un petit peu pour la réponse que je peux vous faire. C'est que voilà, notre souhait, c'est effectivement, notre souhait fondamental, c'est que ce soit pas juste un coup d'épée dans l'eau, et que ce dictionnaire soit une ouverture vers quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, c'est notamment effectivement un débat et une alliance, pourquoi pas, entre des groupes conservateurs en Europe et plus largement en Occident, on va dire. Alors sur Thatcher, je connaissais pas ce mot, mais il y a un article Thatcher dans notre bouquin. Par contre, il n'y aurait jamais eu d'article Trump en toute hypothèse, parce que effectivement, il me semble que j'étais pas très très partisan non plus d'Hillary Clinton, mais je pense que Trump n'a vraiment pas grand-chose à voir effectivement avec la pensée conservatrice dans aucune de ses dimensions, et pas seulement sur la question écologique. Voilà. Alors, on poursuit. Je crois que c'est dans l'ordre. Monsieur Noblars, Monsieur Despote, Monsieur Hubin
Bonjour, Christian Noëlars, pigiste, correcteur, chroniqueur, enfin divers supports. Voilà, je suis arrivé en retard, donc j'espère que je ne fais pas doublon avec ce que vous avez pu dire dans les 5 premières minutes. Monsieur Dessec vient de demander votre avis pour Trump. Moi, je voudrais savoir si vous incluez, c'est très important ça, Poutine, la Russie, dans une nébuleuse conservatrice. Il me semblerait peut-être que oui, mais c'est vous qui allez évidemment le dire. Par rapport à la gauche, vous avez évoqué une situation qui me semble être vraiment en train de bouger de façon très factuelle, parce que vous pouvez très bien pas le savoir, vous êtes français, mais il y a à peine quelques jours, le président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, un parti socialiste en pleine capilotade, hein, donc ceci explique peut-être cela, dans un grand congrès de refondation, a déclaré qu'on ne peut plus être socialiste, on doit être éco-socialiste. Il semblerait que la gauche, mais ce ne sont que des mots et des slogans. Mais vraiment, la gauche veut maintenant s'unir au socialisme. Et puis, sur un plan plus anecdotique, rappelez-vous quand même que M. Mélenchon a fait grand cas de son végétarisme et avec quand même des propositions sur la pêche notamment intéressantes. Donc je ne pense plus qu'on puisse dire que la gauche soit systématiquement ennemie d'écologie ou une certaine gauche. Par contre, elle est très 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 islamo-gauchiste et ça c'est une catastrophe intégrale selon moi. Donc voilà, par rapport à Poutine, je voudrais savoir ce que vous en pensez, et par rapport à cette évolution de la gauche par rapport à l'écologie, ne pensez-vous pas qu'il y a une évolution, mais toute récente, hein, on ne parle pas d'il y a 2 ans, 3 ans, mais maintenant, puisque les choses quand même peuvent changer. Merci. Alors, sur la deuxième question, tout d'abord, le problème, en fait, je crois que vous le prenez un peu à l'envers, parce qu'en réalité, la gauche monopolise l'écologie et le discours écologique depuis des années et des années. Hein, et la droite s'était complètement retirée de cette dimension-là et de cette thématique jusqu'à il y a, au fond, très peu de temps. Maintenant, voilà. Mais pour autant, ce que je voulais dire, c'est que, à madame, c'est qu'il me semble qu'il y a effectivement une incompatibilité logique entre les deux, si vous voulez. Que la gauche, pour des raisons essentiellement électoralistes et démagogiques, se saisisse de l'écologie et de cette thématique qui est de toute façon indispensable et évidente, bah c'est normal. Mais que pour autant elle surmonte le gap logique qu'il y a entre elle, progressiste fondamentalement, et le respect de la nature qui suppose notamment un rapport au temps, à l'histoire, à l'artificialité, etc., qui sont complètement différents et opposés. Voilà, c'est pas... Voilà. Voilà, je pense que la gauche est écologique sur un plan démagogique, mais elle ne l'est pas sur un plan idéologique véritablement. Quant à Poutine, alors effectivement, oui, il y a un lien entre le conservatisme et au fond la Russie depuis très très longtemps. Il y a là aussi un article très intéressant qui reprend sur un plan historique tout ce rapport entre les deux, un rapport très très ancien et très fécond, un rapport qui évidemment avait été brisé par la révolution d'octobre et par le régime soviétique, mais qui se reconstitue évidemment avec Poutine et avec voilà, il y a toute une tradition, effectivement, la tradition slavophile, la tradition de Dostoïevski, de Berdyaev, de tous ces auteurs, de Solzhenitsyn évidemment, de tous ces auteurs qui sont des auteurs absolument majeurs. Alors malheureusement, on a eu un petit problème dans le dictionnaire, c'est que le patron des éditions du Cerf, Jean-François Colosimo, qui est un auteur très très célèbre et très charismatique, par ailleurs très 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 bon connaisseur de l'orthodoxie, nous avait promis 3 articles: Berdyaev, Solzhenitsyn et Dostoïevski. Et malheureusement, eh bien, il a fait autre chose entre deux. Et on n'a pas eu nos articles. On pouvait difficilement l'engueuler parce que c'était notre patron, mais le cœur y était. Alors, voilà. Ce sera pour la prochaine édition. Voilà. Deux questions. Donc, On était un peu frustrés parce que c'était quand même, sinon on l'a fait faire par d'autres. Hein, donc, Oui, Slobodan Despot, écrivain éditeur. Là, vous venez de répondre à une de mes questions. C'est que j'ai juste eu le temps de feuilleter le dictionnaire et de lire les index, et j'ai
remarqué des lacunes colossales sur lesquelles je me suis posé la question de savoir si c'était un choix délibéré, c'est-à-dire si aux yeux des auteurs de ce dictionnaire, le conservatisme était une idée uniquement occidentale, avec des bases essentiellement catholiques conservatrices, traditionnalistes. Et puis l'autre question que je me posais, et qui reste celle-ci, c'est est-ce que le conservatisme, c'est une manière de penser ou est-ce que c'est une manière d'être? Parce que dans ce que j'ai vu du dictionnaire, ça apparaît comme une manière de penser, c'est-à-dire une posture et une opinion. Alors que le conservatisme réel, qui est celui par exemple de nos grands-parents, ou celui par exemple de Paul Morand, ou celui par exemple de la Russie en général, c'est une manière d'être. Cette manière d'être qui se traduit notamment dans la pensée. Et l'un des penseurs qui ont conceptualisé cette manière d'être, c'est par exemple C.S. Lewis dans l'Abolition de l'homme, dont le nom ne figure même pas dans l'index. Ça m'a beaucoup étonné, par exemple, que des penseurs comme celui-là, qui sont dans la structure même de la pensée progressiste, qui la décrivent, n'y apparaissent pas, que n'apparaissent pas les auteurs qui sont à la base de la manière d'être et de penser de la Russie, qui est aujourd'hui le seul pôle de conservatisme actif dans le monde. Et il m'a semblé que c'était plutôt un musée du conservatisme qu'un livre de conservatisme. Voilà, c'était c'est une critique que je fais comme ça à l'impromptu. Mais sur la première question, effectivement, on a déjà répondu. Et sur l'autre, est-ce que vous pensez que le conservatisme, c'est une manière de penser ou une manière d'être? Alors, effectivement, sur la première question, la Russie apparaît un peu, beaucoup moins que ce qu'on pensait et ce qu'on souhaitait, parce qu'effectivement, il y a toute une série d'articles stratégiques qui avaient été préemptés par notre bien-aimé Colosimo et qui, par conséquent, n'ont pas été faits. Voilà. Quant à la deuxième question, voilà, il est clair que pour nous et pour les auteurs de ce dictionnaire, c'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre et de manière à peu près indissociable, si vous voulez. Moi, parmi les articles que j'ai écrits, il y a l'article discrétion, par exemple, ou l'article politesse. Voilà, on est vraiment, tout à fait, et c'est des articles dans lesquels assez longs, si vous voulez, sur lesquels j'insiste justement sur cette question-là, sur l'idée qu'il y a effectivement, non seulement une pensée conservatrice, mais effectivement une façon d'être conservateur, mais la pensée elle-même ne se dissocie pas de ça, si vous voulez, parce qu'effectivement, la pensée conservatrice, c'est par exemple un rapport au temps, c'est un rapport à la rapidité, c'est un rapport à la... Voilà, il y a un article, accélération par exemple, d'Olivier Rey, qui est évidemment extrêmement intéressant, qui est très exactement à cheval entre les deux, si vous voulez. Hein, la méfiance à l'égard de l'accélération tous azimuts que nous proposent et que nous promettent les progressistes, c'est ça. C'est à la fois une façon d'être, de se comporter dans la vie, en société, etc. et une façon de concevoir les choses. On aurait pu avoir un article lenteur, mais voilà, tout ça pour vous dire que... rapidité, si vous le voulez bien. Oui, absolument. Oula. C'est pas très conservateur, tout ça. La politesse en prend un coup, mais on va laisser la parole à notre ami Lubin, qui sera probablement le dernier, sauf s'il y a une demande express. Et motivé. Je pense que le conservateur aime bien le réel, monsieur le professeur, donc j'aime bien le réel. Pour moi, le réel, c'est justement être. C'est pas penser seulement. Et je trouve que parmi les auteurs, les entrées que vous avez faites, il y en a une sur Disraeli qui est très courte. Je trouve que Disraeli est un penseur conservateur, mais il a aussi été un acteur conservateur. Bien sûr. Je ne vois pas plus conservateur que lui et plus efficace dans la défense du conservatisme que lui. Et surtout sa célèbre phrase, je veux conserver ce qui est bien et changer ce qui est mal, et il y a beaucoup à faire. Parce qu'il ne faut pas oublier cette dernière phrase, cette dernière partie de la phrase. Alors, si je veux être concret et plus récent, est-ce que M. Pompidou est un conservateur pour vous? Et puis, je voudrais vous poser une autre question enfin. Comment ne pas citer Huxley, qui lui-même ne se pensait pas conservateur, mais qui était tellement hostile au progrès par ses livres, je pense qu'il devait l'être quand même.
Merci beaucoup. Alors, ouais, vous avez tout à fait raison. Effectivement, le conservateur, c'est aussi et très largement quelqu'un qui se comporte comme un conservateur. Voilà, qui agit en conservateur et en connaissance de cause. De point de vue là, effectivement, d'Israéli est un exemple tout à fait intéressant, mais on a d'autres entrées importantes qui vont dans ce sens-là. L'une des questions qu'on s'est posées, par exemple, c'est De Gaulle. Est-ce que De Gaulle est conservateur? À beaucoup d'égards, oui. Même si lui-même refuse obstinément de prononcer le mot conservateur. Mais il refuse parce que, à l'époque, utiliser ce mot conservateur, c'était évidemment tirer une balle dans le pied. Et il sait très bien qu'il vaut mieux éviter. Pompidou, même chose. Hein. Pompidou a des côtés qui sont très peu conservateurs, notamment sur un plan... sur le point de ses goûts, de ses goûts esthétiques en matière de mobilier, en matière de... voilà, il est parfois pas du tout conservateur, mais sur d'autres points, il est clair qu'il l'est, et son enracinement à Montboudif, ou voilà, sur un grand nombre de points, il est tout à fait, et ne serait-ce que, voilà, son ontologie de la poésie française montre bien à quel point, d'ailleurs, ce conservatisme peut se traduire également dans certains de ses choix esthétiques. Huxley, c'est un antitotalitaire, évidemment, avec le meilleur des mondes, mais il appartient à une famille qui est une famille de très grands progressistes proches de Darwin, un petit peu à mi-chemin entre les deux. Et par ailleurs, les romans qu'il a publiés après le meilleur des mondes sont, pour certains d'entre eux, des romans qui n'ont vraiment rien de conservateur, et même au contraire. Et donc, l'une des questions qu'on s'était posées, si vous voulez, c'est est-ce qu'il faut faire un volume ou est-ce qu'il faut en faire 5 ? Voilà. Et c'était un peu une réponse à votre question. Le problème, c'est ça, c'est que il y a plein d'autres, il y a un très grand nombre d'auteurs qui effectivement qu'on aurait voulu, dont on aurait voulu parler, mais qui nous intéressaient parce qu'ils étaient plutôt anti-conservateurs justement, ou dans un rapport très ambigu avec le conservatisme. Et puis par ailleurs, il y a effectivement beaucoup d'auteurs qu'on a, pour des raisons X ou Y, pas eu le temps d'intégrer dans ce dictionnaire, aussi parce que voilà, on a été un petit peu, c'est un peu une opération commando, si vous voulez, et une opération commando parfois ça oublie des trucs en arrière. Mais pour écrire plus de 1000 pages sur le conservatisme en 4 mois, si vous voulez, voilà, malheureusement, on n'a pas pu... J'espère qu'il y aura une suite et peut-être un tome 2 ou une prochaine édition revue augmentée. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être qu'on pourra y ajouter tous ces personnages. Absolument. Orwell est très... Il y a un article Orwell, hein, voilà, et il est quand même très présent. Bien, merci Monsieur Robillois, merci Pascal. Je crois que ça va intéresser tout le monde. On pourrait continuer encore quelques temps, mais il est déjà assez tard, donc si vous voulez...